La diversité des dispositifs de protection de l'enfance se conjugue en droit avec la valeur républicaine d'égalité. Comment dès lors conjuguer égalité et équité dans un contexte où les décisions, les orientations de l'État se déclinent en de multiples organisations territorialisées? La volonté de créativité et de décloisonnement des accompagnements socio-éducatifs affichés par les uns et les autres, cette volonté est-elle compatible avec les réalités locales, elles-mêmes bousculées, par exemple, par les réformes territoriales actuellement en œuvre? Les équilibres restent à établir pour qu'innovation ne devienne pas synonyme de déclassement de l'existant et pour que la diversité mise à la disposition des publics et des territoires ne devienne pas iniquité. Face à ce défi pour les prochaines années, comment faire vivre une approche harmonisée de nos pratiques, à la fois respectueuse du public, mais de chacune des personnes que nous accompagnons dans la singularité de ses potentiels, de ses difficultés, de son contexte de vie. Alors, égalité, équité, territoire, dans un contexte de réforme territoriale, comment conjuguer l'adaptation aux spécificités des territoires, les capacités d'innovation des acteurs, avec le principe d'équité de traitement sur l'ensemble du territoire national. Et c'est Alain Grevaux, qui est conseiller auprès de l'Audace en matière de protection de l'enfance, qui a accepté de s'emparer de cette question. Merci. Bonjour. Donc voilà encore un observatoire de nature différente. Je tiens d'abord à remercier assez vivement les administrateurs du CNAEMO d'avoir accepté, de nous avoir sollicités pour intervenir dans ces journées, sachant que peut-être mes propos ne soulèveront pas un enthousiasme fou parmi vous, mais je suis ravi de participer à ces journées parce que nous constatons depuis relativement peu de temps quand même une évolution sérieuse du secteur de l'AMO en termes d'ouverture aux autres, d'ouverture d'esprit et de questionnement sur ses propres doctrines. Parce que, sachez-le quand même, pour les partenaires de l'AMO, votre domaine d'activité, qui fut le mien, moi j'ai dirigé aussi les services AMO, entre autres, pendant pas mal de temps dans le département voisin de l'Oise, mais le Carrefour était un peu le symbole d'une approche très dogmatique du travail social en protection de l'enfance et puis d'un autocentrisme qui n'est d'ailleurs pas que le privilège du CNAEMO. Donc je suis tout à fait ravi de tenter de répondre aux questions qui viennent d'être énoncées autour de la thématique égalité, équité, territoire. Pour ça, je vais utiliser un travail que nous avons réalisé à l'Audace avec ma collègue Marie-Agnès Ferret sur les interventions dans le milieu de vie de l'enfant. J'utiliserai un peu tout d'abord une mise en perspective internationale avant de revenir un peu sur les caractéristiques du contexte français et la lecture qu'on peut avoir globalement de cette partie du dispositif de protection de l'enfance qui sont les interventions dans le milieu de vie de l'enfant, l'enfant vivant en permanence ou quasiment en permanence auprès des gens qui l'élèvent et l'éduquent. Si on met les choses en perspective internationale, pour le grand public, pour les médias, pour les élus nationaux, territoriaux de la plupart des pays occidentaux, la protection de l'enfance, c'est quoi? C'est d'une part les dispositifs d'alerte à propos d'un enfant qu'on estime en danger, afin de déclencher une enquête sociale ou policière. Et c'est le domaine de la suppléance familiale. C'est le retrait d'un enfant, quelle que soit la forme que ça prend, lorsque celui-ci est estimé en danger, et
son éducation et sa prise en charge par d'autres, que ce soit des familles, des maisons d'enfants, des lieux de vie, des tiers ou autres. Alors, les autres formes d'intervention, comme les interventions dans le milieu de vie de l'enfant, sont très, très peu connues. Pourquoi ? D'abord, et heureusement, parce qu'elles sont nécessairement discrètes. Et d'autre part, parce qu'il faut bien le reconnaître, elles sont pour le kidam moyen totalement illisibles, parce que c'est très complexe et qu'il est difficile d'en rendre compte et encore plus d'en appréhender les effets. Alors, au très large échantillon aujourd'hui de besoins individuels, familiaux, sociaux des enfants, des adolescents, qui sont reconnus dans les cadres légaux des différents pays, correspond un très vaste champ d'intervention qui tente de répondre à ces besoins, de réduire ce qui s'appelle tantôt le danger, tantôt la compromission. Ces interventions, elles vont du plus doux, c'est-à-dire un coaching des parents, à la demande de ceux-ci ou en accord avec ceux-ci, avec vraiment un travail de réel accompagnement, de conseil. À l'autre bout, et vous avez, et c'est répandu, un tutorat des parents, l'enfant restant vivre avec eux, mais une large partie de l'autorité parentale étant dévolue à un tiers, un service ou même une personne privée. Toutes ces formes d'intervention, elles peuvent être individuelles, familiales, collectives, et surtout reposer soit sur un travail direct avec l'enfant et les parents, soit sur un travail d'aide aux aidants. Vous avez un pays comme la Suède, par exemple, qui a très largement remplacé des formes d'action s'apparentant à l'AMO par un travail centré sur la notion d'aide aux aidants, ça s'appelle les familles contacts. Ces interventions, elles peuvent être basées sur des décisions d'administration sociale, lesquelles peuvent avoir parfois un fort pouvoir de police, ou par des autorités judiciaires spécialisées. Mais sachez que la France a une situation extrêmement singulière dans le paysage européen et plus largement des pays occidentaux en la matière. Autorité judiciaire spécialisée ou non, qui joue, lorsqu'elle est spécialisée, un rôle direct auprès de l'enfant ou ses parents, mais plus largement, qui joue un rôle d'arbitre entre les services socio-éducatifs et les familles. Tous les pays ne développent pas la même offre, tant en qualité qu'en diversité et qualité. Mais c'est la structure des dispositifs, on pourrait dire, qui facilite ou pas le développement et la mise en œuvre d'une offre, on peut dire, adaptée aux besoins des enfants et de leurs services. Les finalités et la structure opérationnelle des dispositifs peut sensiblement faciliter ou handicaper ce travail de mise en lien d'une offre de services et de besoins, la première devant être le plus adaptée à la réponse nécessaire pour venir répondre à ces besoins non pris en compte ou insuffisamment pris en compte et accompagner le bon développement de l'enfant. Il faut savoir que sur pratiquement tous les pays, tout se joue au niveau du territoire. La doctrine, ce que vient de faire Madame Rossignol et son équipe autour de l'article 1 de la loi 2016-297, qui fait maintenant passer en France la notion de besoin de développement en premier, avant la question familiale, est une étape extrêmement importante qui est en convergence avec la plupart des évolutions sur le plan européen. Mais la doctrine est d'autre part définir le pouvoir d'ingérence qui peut, de manière plus ou moins offensive, s'intéresser à la vie privée familiale et y intervenir. Un juge, une administration, une personne privée, ça reste un privilège de l'État. Mais le fonctionnement, c'est-à-dire le pilotage, le financement, l'organisation opérationnelle, elle est partout, ou presque, l'affaire de collectivités territoriales. Et ce qui est difficile, c'est que si on arrive relativement facilement à repérer un peu les grandes orientations en matière de suppléants
suppléance familiale. En matière d'intervention dans le milieu de vie de l'enfant, c'est un peu plus compliqué parce que la France en est un bon exemple, pays longtemps jacobin, centralisé, très soucieux de l'égalité de traitement des citoyens, mais aujourd'hui dans une situation de complexité et d'hétérogénéité qui rend extrêmement difficile de vraiment suivre l'évolution. C'est pour ça que je commencerai par un petit rappel sur notre contexte national avant d'essayer de rentrer sur un peu une schématisation de notre dispositif avec ses forces et ses faiblesses. Il faut se rappeler quand même que notre dispositif, il a 56 ans d'âge. Et il est né dans un contexte très particulier. C'est la naissance de la Ve République, c'est la conviction qu'il faut accompagner le développement économique, lui-même outil au service de la grandeur de la France, cher au général de Gaulle, qui à l'époque commence sa fonction présidentielle. C'est une approche que je caractérisais par la notion de paternalisme républicain. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de l'État de venir apporter son soutien à une population de niche à l'époque, qui sont les familles en difficulté. On n'est pas du tout, on est dans un contexte de démographie importante, mais surtout de développement économique important. On n'est pas dans un effet d'une situation de masse comme l'Europe connaît aujourd'hui, de masse et d'hétérogénéité des difficultés sociales. Mais pensez quand même que la conception de notre dispositif, qui donne un rôle majeur, et les chiffres que vous venez d'annoncer le confirment, au juge pour enfants, qui est une autorité morale à l'époque autant que judiciaire, avec très peu de critères juridiques, un rôle de chef d'orchestre qui choisit ses partitions, ses interprètes, tout du moins pour le service AEMO, c'est toujours le cas. Ce choix, accompagné du fait qu'en France, les pouvoirs publics ont le monopole de la légitimité en termes d'action sociale, on n'est pas dans un pays qui apprécie beaucoup qu'à un pouvoir on associe un contre-pouvoir. Et à l'époque, même si le secteur associatif va se développer, il restera toujours en compagnon de route de l'État. Mais ce monopole, c'est bien un monopole, l'État, et ce sera par la suite le cas des collectivités territoriales que sont les départements, n'a pas envie de le partager du tout. Alors, aujourd'hui, notre contexte dans lequel ces 36e assises du CNAEMO se déroulent se situe dans le cadre d'une démocratie extrêmement floue. Et j'illustrerai mon propos par la difficulté à saisir la distribution des pouvoirs et des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Non seulement l'État et les collectivités territoriales, mais aussi quelle place pour la société civile dans l'action sociale en France. On sent bien qu'il y a un désengagement de l'État là-dessus, c'est clair, un engagement fort des départements, mais une situation où la société civile joue un rôle encore relativement faible comparé simplement la situation française avec l'Allemagne, où structurellement, constitutionnellement, le secteur associatif, fédération, enfin disons les ONG, représentants de la société civile, sont vraiment présents dès la conception des politiques publiques. Ce n'est pas pour rien qu'en Allemagne, la question des jeunes majeurs est réglée. Le Jugendamt, l'Office de la jeunesse en Allemagne, peut tout à fait aider les jeunes gens jusqu'à 25 ans. Le débat dans lequel on est enlisé en France autour de cette question est une illustration de notre difficulté à traiter des problèmes de fond. Difficulté à les traiter, mais également, on a vu à travers, par exemple, les bilans que fait l'Observatoire,
l'ex-ONED devenu Observatoire national de la protection de l'enfance, ou la mission de modernisation de l'action publique, qui ont mis de côté ces questions de l'impact des flous dans notre structure démocratique, et ça, vous êtes confrontés à ces conséquences tous les jours. Un autre pays est très clair en la matière, c'est l'Angleterre, où on est dans un monde où de toute façon un pouvoir est associé à un contre-pouvoir et où l'action contentieuse, elle est valorisée pour le meilleur et pour le pire. Donc, notre contexte français. Alors, comment caractériser un peu la situation du domaine dans la protection de l'enfance, des interventions dans le milieu de vie de l'enfant? D'abord, le poids d'une approche juridico-administrative qui est cette approche par la notion de mesure. Une mesure, c'est un objet juridico-administratif, ce n'est pas du concret. Et l'AMO est au cœur de cette question. Je vous donne un exemple. Dernièrement, dans le cadre d'un travail d'évaluation de la politique d'un département, fait à la demande d'un département avec un petit groupe d'évaluateurs, excusez-moi, juges pour enfants ont été interviewés sur leur utilisation des ressources disponibles dans le département. Il y a de l'AMO renforcée, de l'AMO très renforcée, des actions de placement à domicile et autres. Et le juge dit, mais moi, ce qui est bien avec l'AMO, alors je ne sais plus si c'est intensive, renforcée ou dopée ou tout ce que vous voulez, mais bon, la configuration un peu proche de celle qui a été présentée à l'instant. Mais il dit c'est bien parce que là, on comprend un peu ce qui s'y fait. Comprendre que structurellement, et ça, le monde de l'AMO a du mal à le comprendre, mais pour le kidam moyen, pour les gens extérieurs, comprendre qu'on désigne officiellement, légalement un enfant comme étant en danger, en ne pouvant lui consacrer qu'une toute petite poignée d'heures par mois, c'est très, très difficile à comprendre. Alors, d'abord, donc, cette structuration par la notion juridico-administrative de mesure. D'autre part, la fragmentation de l'offre, aujourd'hui, en une kyrielle de choses, et puis le peu de place accordée à la dimension économique dans la conception des plans d'action. Alors, je dirais les mesures un mal français. La notion de mesure est très appréciée des contrôleurs de gestion parce qu'elle permet de mesurer le taux d'activité, le remplissage des différents services. C'est le pain quotidien des décideurs pour qui le rôle consiste en général à faire rentrer tant bien que mal les besoins des enfants évalués dans les cases définies par l'offre de services de leur dispositif. C'est aussi, il faut bien le dire, un point de repère très fort pour les praticiens. Hein, tout le monde parle de mesure ceci, mesure cela. Et on pense, avec ma collègue Marie-Agnès Ferret à l'Audace, que ça handicape vraiment l'évolution de la réponse apportée. L'AMO est la plus ancienne et la plus importante quantitativement de ces mesures. Mais quand on regarde l'ensemble du monde des interventions, on voit que vous avez le monde TISF, technicienne de l'intervention sociale familiale, qui est rattaché plutôt au monde des associations d'aide à domicile, avec des modes de financement bien plus moins sécurisants que ceux, par exemple, du secteur de l'AMO ou de la suppléance familiale, avec des conditions de travail qui n'ont pas grand-chose à voir avec les autres. C'est le monde des sauvegardes, excusez-moi, c'est-à-dire des associations très, très classiquement impliquées là, depuis la fondation de notre dispositif dans les départements pour mettre en œuvre ces mesures. Mais ce sont aussi le secteur
l'action familiale avec le monde des UDAF, qui par ailleurs s'occupe de la protection des personnes majeures ou mineures sur un plan financier, économique. Mais c'est aussi le secteur public, que ce soit les agents des départements, que ce soit les établissements publics départementaux autonomes ou pas autonomes. Donc une kyrielle d'opérateurs avec des modes de financement entre telle prestation et telle autre différents. Et ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne s'est pas arrangé avec la loi de 2007. Parce que la fragmentation, elle a augmenté. On en a un exemple là, et encore, c'est le même service qui fait AMO classique, AMO renforcé. Mais aujourd'hui, par exemple, alors qu'on peine à expliquer la différence qu'il peut y avoir entre une AMO renforcée avec hébergement et un placement à domicile qui permet le repli, mais un repli qui est peu utilisé, deux familles différentes, l'un qui vient du monde de la suppléance familiale, l'autre plutôt du milieu ouvert. Alors on va vous dire oui, mais les droits des parents ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Bon, d'abord, comment le perçoivent les parents? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Deuxièmement, pourquoi faut-il des services différents pour faire des choses qui, dans le contenu, sont très proches? Alors, en fait, cette fragmentation qui s'est accrue en 2007, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu pour effet de multiplier les changements d'intervenants, de multiplier les ruptures dues aux procédures de décision, de multiplier le temps consacré pour un nouvel intervenant à intégrer les interventions du parcours de l'enfant. Prenons le secteur, par exemple, AED. La loi 2007, elle a vraiment boosté le développement de l'AED. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est avant tout développé dans le secteur public. Pourquoi? Sous la pression aussi des contrôleurs de gestion, pour rentabiliser le personnel, pour donner une lisibilité à son action. Parce qu'il n'y a pas que l'AMO qui est questionné sur sa lisibilité. Celle des travailleurs sociaux du secteur public, notamment socio-éducatifs, l'est tout autant. Donc rentabiliser le personnel, mais aussi parce que structurellement, et depuis le moment de la décentralisation, on constate que globalement, les départements et les services d'AMO, c'est compliqué entre eux. Il y a des représentations mutuelles plutôt négatives, il y a des tas d'a priori, et que ce n'est pas la confiance qui est nécessaire tout de même pour arriver à développer les choses. Alors, c'est vrai que ça a pour conséquence, par exemple, une AMO se déroule de manière positive, l'intervenant et la famille et l'enfant sont plongés dans un réel accompagnement dont on peut repérer, par exemple, des indicateurs tout à fait constructifs. On retourne devant le juge pour enfants. Théoriquement, dans l'essence de la loi aujourd'hui, on devrait passer d'une approche contrainte, imposée par un juge, à une approche négociée. Mais ça veut dire quoi dans beaucoup de départements? Ça veut dire qu'on va continuer en judiciaire parce qu'on ne veut pas briser cette dynamique positive, parce que si on bascule vers de l'AED, ça va être un temps d'interruption plus ou moins long, changement d'intervenant et tout ça. Donc, quand j'entends tout à l'heure dans l'Observatoire qu'on parle de liste d'attente, je sais que c'est fréquemment, là, il y a quand même des questions qui se posent. Si on travaille en AMO avec des familles qui sont tout à fait consentantes et parties prenantes, et que par ailleurs il y a des situations d'enfants en danger caractérisées avec des conséquences possibles importantes pour l'enfant qui sont mises en attente, permettez quand même qu'on s'interroge sur notre dispositif. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est que notre dispositif, structurellement, il demande avant tout, pour une situation donnée, de la faire rentrer dans un tiroir, c'est-à-dire de la faire rentrer dans des mesures préexistantes. Ce n'est qu'après que l'on va demander aux opérateurs de définir un contenu. Et puis après, on va chercher à se coordonner pour peu qu'il y ait plusieurs interventions. Alors, est-ce que la notion de prise en compte des besoins de l'enfant, elle est première actuellement? Ma réponse est non. Non,
Ça ne veut pas dire qu'elle est absente, mais elle est secondaire. Le premier souci, c'est de faire fonctionner le dispositif, d'utiliser les choses. Voilà, de dire on a construit une réponse. Et après, simplement, on s'interroge sur les modalités de mise en œuvre. Et là, comment ? Naturellement que tout le monde a à l'esprit cette notion d'intérêt de l'enfant, mais elle n'est pas au sens de la loi nationale aujourd'hui et aussi, on pourrait dire, de la doctrine internationale. La première préoccupation, c'est l'offre de services qui détermine d'abord le contenu de l'action et non pas les besoins. Là-dessus, les départements ont une grosse responsabilité, dans la mesure où la recherche de singularité, d'abord en matière de dénomination des mesures, parce que ces mesures, c'est le festival des acronymes. La même chose peut s'appeler, vous prenez des lettres, vous les jetez sur la table et vous trouvez un nom. Chacun essaye souvent de faire quelque chose qui ne ressemble pas au voisin. Ce qui fait que les choses sont passablement compliquées. D'autre part, les processus de décision et de coordination ne sont pas toujours, voire très majoritairement difficiles à saisir. Pour travailleurs sociaux qui passe d'un département à un autre, il faut aujourd'hui consacrer du temps à comprendre comment est interprétée la loi, chercher ce qu'il y a derrière les noms. Et je ne vous dis pas, pour un juge pour enfants qui passe d'un département à un autre, d'une juridiction à une autre, c'est aussi difficile. Et ça, les départements, je parlais d'une AMO auto-centrée, les départements, pour l'instant, se regardent beaucoup le nombril. Et ont du mal à accepter qu'on leur dise « mais attendez, nous, on ne comprend pas ce que vous faites ». Alors, tout ça fait que le concept juridique de projet pour l'enfant, qui est le cœur un peu d'évolution sur le plan opérationnel de notre dispositif depuis 2007, la loi de 2016 essaye de préciser les choses, mais il a du mal à vivre ce concept. Vous avez eu en 2015 deux travaux, le défenseur des enfants évoquait un peu dans une enquête, en cherchant à comprendre pourquoi ce projet pour l'enfant avait beaucoup de mal à vivre, en disant qu'ils avaient constaté des réserves des professionnels quant à l'utilité et au sens que peut avoir un plan global d'action. C'est quand même un constat un peu embarrassant. Alors, on peut comprendre, lorsqu'on regarde après ce que l'ONED a écrit sur l'état du questionnement par rapport à ce PPE. Il y a tellement de questions qu'on se dit oui, ça ne peut pas vivre. C'est d'une telle complexité. Alors, la loi 2016-296, votée définitivement le 1er mars, elle dit que le projet pour l'enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Pierre Desproges aurait dit « étonnant, non ?» Il faut que dans une loi, on en arrive à dire ça. Là, c'est quand même très inquiétant pour notre domaine qu'on soit obligé de passer par une loi pour dire que le projet pour l'enfant il doit être en cohérence avec les décisions qui ont été prises. Alors, voyons un élément pratique qui est issu de cette loi 2007 et qui s'inscrit dans cette démarche de recherche, de cohérence, de continuité. C'est la liaison entre les services AMO et les départements. Dans les travaux préparatoires à la loi, j'avais été fortement impliqué là-dedans, le moins qu'on puisse dire, c'est que les départements n'y allaient pas de main morte pour dénoncer les lacunes en la matière. D'où la création par la petite équipe de Fabienne Quiriot de ce concept de rapport circonstancié. Le bilan qu'on en fait, c'est que c'est très varié. Certains, c'est une fiche navette, d'autres, c'est un rapport complet. Mais en tout cas, ça embarrasse tout le monde. Ça embarrasse les services AMO parce que ça fait un truc de plus à produire. Et du côté des départements, on est embarrassé parce qu'on est censé être pilote, mais on reconnaît qu'en fait, on ne les utilise presque pas, voire pas du tout.
Et quand on les lit, je sais, c'est pas des choses à applaudir, ça, hein, c'est pas très rassurant. Ça veut dire que là, vraiment, il y a un embarras pour être dans l'esprit de cette loi. Alors, parce que le but du projet pour l'enfant, c'est quand même d'avoir une vue d'ensemble sur l'action publique qui est faite au titre de la protection de l'enfance pour cette famille. Qu'on peine autant à concevoir ça est embarrassant. Dans le travail qu'on a fait ces dernières années, on a pu constater quelque chose d'assez paradoxal, parce que pour les départements, la liberté laissée aux juges pour enfants de choisir leur opérateur AMO reste une épine dans le pied pour le pilote. L'impression qu'on est le pilote d'un avion, mais le pilote dérangé de gauche et pas dérangé de droite, ou vice-versa. Mais en même temps, on est embarrassé pour dire qu'est-ce qu'on ferait effectivement si tout ça fonctionnait. Aujourd'hui, ce que nous avons pu constater avec l'appui de départements, du secteur associatif et plus divers, c'est que pour des enfants et des adolescents concernés par des interventions dans le milieu de vie de l'enfant, c'est la confrontation à des interventions qui sont labellisées protection de l'enfance, mais menées par des professionnels différents, qui sont en charge de mesures diverses et variées, avec des commanditaires différents. C'est la confrontation à l'apprivoisement avec chacun d'eux. À la difficulté, c'est la confrontation à la difficulté de comprendre ce que c'est que cette machine administrative et judiciaire de protection de l'enfance qui est derrière tous ces professionnels. Et c'est le face-à-face aussi avec ces ruptures dans l'accompagnement, cette difficulté à saisir le rôle des uns et des autres. Alors, pour changer d'angle d'attaque avec Marie-Agnès Ferré, on s'est inspiré de phrases que j'avais trouvées affichées sur un service québécois. Une phrase dont l'auteur est un garçon qui s'appelle Homer Fowlkes, mort depuis longtemps, puisqu'il a vécu de 1867 à 1963, qui était un pionnier de l'intervention sociale à Chicago, et qui disait, lorsqu'on en envisage une séparation d'un enfant avec sa famille, 3 questions à se poser. Y a-t-il une raison réelle et concluante qui empêche l'enfant de rester là où il est? Qu'est-ce qui manque à cet enfant dans son foyer, qui nous apparaîtrait nécessaire à son bon développement, et comment cela pourrait-il lui être procuré par une intervention de protection de l'enfance? Et combien coûterait cette intervention? Est-ce que cette somme, si elle était utilisée pour soutenir l'enfant dans son propre milieu, nous permettrait de parvenir à de meilleurs résultats? Alors, aborder la question économique, c'est un exercice délicat en France, particulièrement dans notre secteur. Dès qu'on parle un peu argent, et j'en ai une solide expérience, on va me dire « waouh, derrière, dérive gestionnaire, dérive libérale, voire ultra-libérale, marchandisation de l'action sociale ». Mais nous pensons que c'est un élément nécessaire. C'est très intéressant de voir comment sont constitués les plans d'action allemands ou d'autres pays, plutôt du nord de l'Europe d'ailleurs, où les éléments financiers figurent dans le document qui sert de lien entre la protection de l'enfance et une famille. On pense que c'est important d'en parler parce que la sensibilité de tout le monde professionnel s'est accrue depuis notamment 2007-2008, avec les très fortes contraintes qui pèsent maintenant sur les finances publiques. Mais parce que ces contraintes, elles ont plutôt cherché à optimiser les moyens humains en place, je l'évoquais tout à l'heure pour l'AED, mais elles ont surtout fait, tant dans le secteur public que dans le secteur associatif, fait émerger la prégnance
d'une approche sur la question financière de contrôle de gestion, plus qu'une approche, je dirais, stratégique de la question économique. Alors, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, dans l'Observatoire national que vous avez mis en place. On a fait en 2013 une petite étude avec des données sur 21 services AMO qui nous avaient donné leur prix de journée. C'était 2010-11, mais vous savez très bien que ça varie assez peu. Sur ce petit échantillon, les prix de journée, ça allait de 5,78 à 14,67, soit une échelle de 1 à 2,54. Pour une prestation AMO dite classique. On avait des nombres de mesures par ETP, personnel socio-éducatif, même critère que celui utilisé par votre observatoire, qui allait de 25 à 38 par personne. On avait un cas, tout de même, où il y en avait 46 mineurs par travailleur social. D'un autre côté, quand on s'est intéressé aux AED exercés par les départements, là, il n'y a pas de données. On a eu la chance d'avoir un département qui a joué le jeu, avec justement ses services de contrôle de gestion. Et ce qu'on en a tiré, c'est qu'il n'y avait pas d'écart significatif de prix de revient avec les prestations du même type qui étaient réalisées par le secteur associatif. C'était lancé dans l'AED avec l'idée un des arguments, c'était que l'AED public coûterait moins cher. Et le contrôle de gestion a reconnu qu'il n'y avait pas d'écart significatif. Si on parle économie, il faut aborder un point par un angle, c'est la place de la PJJ dans ce secteur de l'AME. Parce que si c'est le département qui finance à 100% tout ce secteur AED, c'est aussi le cas pour l'AMO. Il le finance seul, mais intervient dans la tarification, dans le contrôle des budgets, cet organisme d'État qui est la DPJJ. Théoriquement, le service de l'État était là pour garantir l'égalité de traitement sur le territoire. Mais force est de constater que cette association de la PJJ au département dans la tarification n'a absolument pas produit cet effet. Je voudrais dire que ça ne sert strictement à rien. Il n'y a aucune régulation réelle. Ça ne veut pas dire qu'ici ou là, par le biais d'un directeur régional ou départemental, particulièrement diplomate et tout ça, il n'est pas réussi à faciliter les relations. Mais sur le fond, on est loin d'un État garant de l'égalité de traitement. Et donc, les services AMO disposent de moyens très inégaux pour mettre en œuvre des décisions de juges pour enfants qui, théoriquement, ne doivent pas tenir compte du possible de l'opérateur. Pour avoir questionné des juges ayant travaillé sur plusieurs départements, en leur disant la même situation, vous êtes dans une juridiction où là, il y a 14 € par jour par mineur, et là où il y en a 5, vous changez quelque chose au contenu de votre décision, et Dieu sait si aujourd'hui les magistrats motivent, donnent certaines directions. Mutisme. D'abord parce qu'on n'a pas le droit de se poser cette question en tant que juge, on doit théoriquement être totalement indépendant de tout son environnement. Embarrassant tout de même de penser que à une même situation, une intervention qui va être financée à hauteur de 1 ou de 2,54 fera la même chose. Ayez conscience que c'est toute la crédibilité de ce secteur qui est en cause avec ce système. La prédominance de l'approche contrôle de gestion se traduit parfois par des raisonnements assez éloignés de la recherche du meilleur plan d'action pour une situation donnée. Par exemple, pourquoi on constate partout un emploi des TISF dans le cadre des visites en présence d'un tiers? Parce que c'est un moyen de bien utiliser l'enveloppe TISF, tant pis si la vocation première des TISF n'est pas de faire de la surveillance ou de l'opération, mais d'être dans le faire avec au plus près. On voit aussi des réactions de dire « mais attendez, vous demandez des heures de TISF, mais il y a une EMO ». De toute façon, c'est un peu la même chose, donc on ne va pas payer 2 fois pour la même chose. Ça,
c'est une conséquence de cette prégnance. Et rares sont les personnes qui ont été rencontrées autour de l'étude qui nous ont évoqué l'intégration de la question des coûts et du rapport, on pourrait dire, coût-efficience dans cette analyse des situations. Alors, juste, et là, il faudra que j'appelle le PowerPoint. On s'est amusé, enfin, c'est une façon de parler, à regarder un petit peu ce qu'il en coûtait pour un mois d'intervention pour une famille avec un enfant ou en danger de risque de l'être. Pour les TISF, on s'est basé sur 3 heures d'intervention par semaine. Le plus faible coût, celle qui coûte le moins cher, c'est l'AED-AMO, de 180 à 390 € par mois. Et puis, après, vous avez le secteur de l'aide à la gestion. Ah, pardon. Les mesures AESF, MJA-GBF, elles ne sont pas nombreuses, mais on a une idée quand même, grâce notamment aux UDAF, de leur coût. Les TISF, pour 3 heures par semaine, on est aux alentours de 400 à 540 €. Les AMO intensives, toute la famille des AMO, je dirais, customisées, c'est-à-dire qui, à partir de l'AMO classique telle qu'elle était décrite tout à l'heure, voit une intervention plus fréquente, plus longue, et les accueils de jour. Mais c'est aussi le cas de certains placements à domicile. On est entre 1300 et 2250. Quand on passe à la suppléance, on est de l'ordre de 3000 ou de 4500 ou 6000. Notre constat, c'est que ça illustre bien le manque de progressivité. Parce que AMO, AED, AESF, on l'a vu tout à l'heure, il y a un effet de masse. Les mesures intensives là, qui se situent un peu dans le milieu de l'échelle, vous avez vu les chiffres tout à l'heure, ça touche un beaucoup plus petit nombre d'enfants. Alors, autre exercice, dans l'esprit de ce que ce vieil Américain avait dit, je dis qu'est-ce qui se passerait si on transforme un peu une année d'intervention, TISF, AED, AMO, et ainsi de suite, en mois salaire plus charge d'un travailleur social type éducateur ou assistant social, base convention 66. Une année d'AEMO ou AED, c'est équivalent en gros un tout petit peu plus d'un mois de salaire plus charge pour un travailleur social. Un placement en MEX, c'est presque 2 ans de salaire. Et vous avez le reste. On pense que ça, c'est bien de l'intégrer dans la réflexion, simplement. Il n'y a pas que le contrôle de gestion, il y a aussi une approche stratégique par la question économique. Et ça, il serait bon que lorsque l'on, aujourd'hui, dans le cadre du projet pour l'enfant et tout ça, on mette ça noir sur blanc pour avoir un peu de données objectives là-dessus. Voilà, on met ça à votre disposition. Donc, on pense que prendre en compte la dimension économique dans la réflexion préparatoire à un plan d'action, c'est confronter ensemble les professionnels et les familles concernées à une réalité incontournable, qui est notre souci de tous les jours, qui est la question financière. C'est accroître la dimension écosystémique des fondements du plan d'action. C'est vraiment s'obliger systématiquement à se dire mais qu'est-ce qui manque à cet enfant dans son foyer actuel qui nous paraîtrait nécessaire à son développement? Est-ce que ça vraiment dans la proposition qu'on va faire? Est-ce que le placement il va rassurer? Il va vraiment protéger? Et qu'est-ce qu'il va produire? Pensons court terme, moyen terme, long terme. Alors, je vais passer là à quelques idées que nous lançons dans le débat au niveau national. Il ne s'agit pas de propositions de réforme et tout. Ce qu'on veut, c'est mettre dans le débat, pour les départements, pour le secteur associatif, un certain nombre de choses. D'abord, on pense que mettre les besoins de l'enfant au cœur de l'action, c'est substituer à la palette de mesures existantes une mesure unique, une mesure milieu ouvert, basée sur le projet pour l'enfant. Pour donner la primauté au contenu,
pour permettre à l'action de varier au fil du temps en intensité et en contenu, pour garantir la continuité. C'est supprimer les notions de mesure, AED, machin, tous ces acronymes, au profit d'une mesure unique définie dans le plan d'action contenu dans le projet pour l'enfant, qui peut intégrer, naturellement, la commande du juge pour enfants. Le bémol qu'on fait, et ça me permettrait de prendre un peu la casquette que j'avais lorsque j'ai réalisé le rapport pour le défenseur des droits et la défenseur des enfants sur les enseignements de la mort de Marina Sabatier en Sarthe en 2009, c'est qu'il semble important que dans chaque département, il y ait une équipe spécialisée dans le travail sur les situations les plus difficiles, les plus embarrassantes, les plus graves aussi. Des services qu'on peut imaginer placés sous la responsabilité du conseil départemental, mais qui utilisent vraiment tout le savoir-faire développé dans le secteur associatif, que ce soit AMO, ceci, cela, et aussi des mesures judiciaires d'investigation éducative. Ce que nous pensons, c'est que pour aller au bout de la logique des législateurs de 2007 et de 2016, il faut mettre les départements en situation de pleine et totale responsabilité du secteur des interventions dans le milieu de vie de l'enfance et supprimer l'habilitation judiciaire du secteur AMO. Ça veut dire que le juge aurait comme interlocuteur premier le département, qui lui est nommé comme garant du projet pour l'enfant. Donc là, nous ne prétendons pas du tout avoir des solutions à tout, mais en gros, c'est faire passer les services judiciaires d'une relation personnelle extrêmement rassurante pour tout le monde, pour les juges, pour les services. Et je sais, j'ai joué suffisamment là-dessus en tant que directeur de service à AMO dans l'Oise pour dire combien c'est confortable quand on a une relation directe, sécurisante, positive avec les juges. Mais revenons un peu plus, prenons un peu de hauteur. Si les modes opératoires ne vont pas dans le sens d'une application de ce qui est demandé par la loi, c'est le même problème par rapport au CRIP, mais ce ne sera pas le sujet là. Alors, on pense que le dispositif gagnerait en cohérence et en lisibilité, en fait, en plaçant le secteur du milieu ouvert sur le même régime que celui de la suppléance familiale. On pense qu'il est nécessaire de renforcer le dialogue direct entre les responsables territoriaux ASE et les juges pour enfants, et aussi entre les services AMO et le département. On pense que le constat qu'on a fait, c'est que vraiment il y a un problème de fond sur les relations entre les départements et les associations qui gèrent les services AMO et autres. Et qu'il faut aujourd'hui vraiment que les choses bougent à ce niveau-là. Il faut que les départements soient sécurisés par la maîtrise de l'activité, une meilleure connaissance des pratiques du service, de manière à s'investir beaucoup plus dans l'évolution du recours aux moyens humains et aux compétences du secteur AMO associatif. Troisième idée, c'est s'obliger à une meilleure écoute et une réelle prise en compte tant du point de vue de l'enfant et de sa famille que de la mobilisation des ressources de proximité de la famille, terme qui est d'ailleurs repris dans la loi là. Mais on pense que le manque de lisibilité des interventions dans le milieu de vie de l'enfant tient beaucoup au fait qu'on reste imprégné de ce paternalisme républicain du début. Il a fallu en 2002 une menace de la Cour européenne de Strasbourg pour qu'on veuille bien permettre aux gens d'avoir accès à leur dossier d'assistance éducative. Contrairement à des pays voisins, combien de services, combien d'équipes territoriales ont les familles ou les enfants présentes au moment de décision, pas pour leur annoncer ce qu'on veut pour eux, mais pour débattre de la décision qui sera prise derrière. Là, nous avons, je ne cache pas, vraiment un gros retard par rapport à l'évolution du travail socio-éducatif dans des pays voisins. On était déjà sur ce constat en 2010 au sein de l'Audace, mais on le renouvelle très fortement. Quatrième idée, un statut national des cadres de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, on a une loi qui cherche à faire des lois à faire du département le pivot, le pilote, d'avoir une pleine responsabilité. Aujourd'hui, et pour avoir échangé avec de nombreux présidents ou vice-présidents, il y a un embarras autour de ça.
Mais il faut dire que il est très difficile aujourd'hui de comprendre l'organisation de la protection de l'enfance dans les départements en raison de chaînes décisionnelles et opérationnelles différentes, des appellations d'origine incontrôlée. Quand vous intervenez à l'INSET d'Angers dans la formation des cadres ASEUF, vous n'en avez pas deux qui ont le même intitulé, vous n'en avez pas deux qui ont le même périmètre de responsabilité. Le constat, c'est que cette nébuleuse de la protection administrative, elle contraste avec la simplicité de la protection judiciaire, avec un juge et une personne, c'est une fonction reconnue, un processus simple et qui est présent sur tout le territoire national. Alors, je pense que cette idée de donner la totale responsabilité du pilotage des interventions, c'est aller au bout de la cohérence. Les deux lois parlent sans arrêt de cohérence. Alors il faut aller là-dessus, même si c'est difficile à faire, même si on pense que de toute façon ça ne peut pas se faire du jour au lendemain et ça doit se faire essentiellement sur la base du dialogue. Alors, on pense aussi qu'abandonner cette référence à la notion de mesure, c'est ouvrir la porte à une meilleure connaissance des pratiques effectives. C'est peu dire quand même que le secteur de l'AMO, il se fait allumer sur ça. Quand vous regardez les travaux en cours, en quoi ça consiste vraiment une mesure AMO? Vous n'avez pas grand-chose à votre disposition. Alors, merci l'Observatoire AMO du Nord d'avoir produit des données là-dessus, et puis que vous portiez au niveau national maintenant cette démarche. Mais quand on voit, par exemple, que quelqu'un comme Émilie Potin recherche sur les pratiques AMO en Bretagne de l'Ouest, après bien du mal, elle a la chance de pouvoir suivre le travail d'un senior et d'un junior pendant un certain temps. Et vous n'en avez pas 36, vous les comptez sur les doigts de la main. Vous trouvez des choses très simples qui vous décrivent le travail des TISF. Pas de mots compliqués, n'importe qui peut le comprendre. Ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a un effort massif à faire pour parler. Et on pense que le projet pour l'enfant, en mettant l'accent sur le contenu plutôt que sur le cadre juridico-administratif, c'est l'opportunité pour le faire. Alors c'est vrai que moi... Si vous voulez bien, pour que l'on puisse échanger avec la salle, il faudrait... Vous en faites pas. 2 minutes. Oui, tout à fait. Moi, après toutes ces années de travail sur ce sujet, en tant que responsable de terrain, mais aussi recherche comparative internationale, travail avec l'audace, avec le défenseur des enfants, c'est est-ce que dans notre... 3 questions. Veut-on vraiment, dans ce secteur social et éducatif, se montrer tel que l'on est et non tel qu'on aimerait être? Quelles sont les craintes qui fondent les réticences à rendre lisibles les pratiques? Dans les réponses qu'on a eues là, dans l'enquête de 2013 sur l'AMO, on a eu des choses gratinées en la matière de la part de services AMO. Et enfin, dans un domaine où les notions d'efficacité, voire d'efficience, sont difficilement cernables et difficilement sujets à consensus, est-ce qu'on peut aujourd'hui, sans risque pour son emploi, son service, accepter de décrire des pratiques et de les soumettre à évaluation, ou tout du moins à débat? Alors, pour conclure, je dirais que force est de constater aujourd'hui que l'État n'a peut-être pas totalement perdu la main sur le secteur de la protection de l'enfance, mais qu'il ne reste légitime et efficace que sur la question de la doctrine et de la distribution des pouvoirs d'ingérence. Les débats qu'il y a eu au Sénat et à l'Assemblée nationale sur la loi illustrent totalement ça. Regardez la feuille de route de la ministre. Tout ou presque en dehors de l'article 1er et de la reconnaissance du concept juridique de délaissement, tout est renvoyé sur des décrets. Alors là, ou des conférences de consensus. Donc là, ce n'est plus l'État qui a la main. Il peut simplement essayer de jouer un rôle de facilitateur. Mais la notion de libre administration des collectivités territoriales prime aujourd'hui chez nombre d'élus sur toute autre considération. Alors, égalité, équité, territoire, égalité. Étant pessimiste de nature, je dirais que c'est un rêve impossible dans un domaine comme celui de la protection de l'enfance, qui est dominé par les points de vue personnels, les relations interpersonnelles, le souci d'indépendance des uns et des autres et les écarts de moyens humains et financiers.
L'équité, par contre, la recherche d'une éthique partagée, d'un juste traitement de chaque situation, sont des objectifs partagés par le législateur, par les institutions, les professionnels. Mais alors, que d'efforts et de constance sont nécessaires, que d'autodiscipline au quotidien. Et enfin, les territoires. Ils sont incontournables aujourd'hui. Toute évolution repose maintenant sur ce qui va se passer. Est-ce que les départements vont être capables, d'abord, en premier lieu, d'assumer pleinement leur rôle de pilote, d'assumer pleinement les orientations qu'ils affirment et accepter d'être évalués? Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas très simple. C'est aussi, pour les départements, ne pas se préoccuper que de leur propre territoire, mais s'engager sur une base volontaire, sur des orientations partagées avec d'autres départements. Les associations nationales, notamment Direction Enfance-Famille, cherchent justement à aller sur ce terrain-là. La territorialisation de la protection de l'enfance est un fait établi. Mais dans un contexte de démocratie floue comme celui de notre pays, il est primordial qu'au prix de négociations, de dialogue entre acteurs d'un même territoire, on parvienne, au-delà d'une collection de beaux protocoles pleins de signatures, à établir de manière durable une relation de confiance à minima entre départements, justice, associations, et faire vivre des instances travaillant sur des données objectives et stimuler la capacité des associations à apporter localement une valeur ajoutée aux missions qui leur sont confiées. Et je dirais que nous pensons que dans ce secteur, le monde de l'AMO a tout à gagner à prendre le risque de relever le challenge de l'intégration dans une mesure unique, milieu ouvert, de fréquenter autant la table du département que de celle du juge, et surtout de continuer à revisiter ces certitudes du XXe siècle à l'aune du contexte et des challenges posés par le XXIe. Merci de votre attention. Merci. Merci. Alors, je serais évidemment très surpris que vos propos laissent indifférent notre auditoire. Je vous propose donc que pendant 10 minutes, nous puissions avoir un jeu de réactions, questions-réponses ou réactions, commentaires, évidemment. Les micros approchent, circulent, donc vous signalez et on vous passe le micro. Alors, au premier rang, Jean-Marc Lépinet. Bonjour. Je vais très rapidement quand même vous rappeler que le CNAEMO n'est pas si dogmatique que vous le pensez. Parce que dans pas mal d'aspects que vous avez démontrés, il y a longtemps qu'on fait le même constat que vous, que ça ne fonctionne pas bien dans les départements. Et je vous rappelle à ce sujet-là qu'on a quand même mené une recherche en 2005, enfin, je ne sais plus jusqu'à quand ça a duré, mais qui partage pas mal de constats. Et quand vous dites qu'à la fin, il faut effectivement que l'ensemble des acteurs apprennent à travailler ensemble, à négocier ensemble, ça fait des années et des années qu'on le dit. Ça fait des années et des années, et qu'on n'est pas autocentré au CNAEMO. Au contraire, on pense effectivement que l'ensemble des acteurs sur un département doivent travailler ensemble. Et de fait, ça fonctionne très mal dans certains départements, voire même dans beaucoup. Donc, on n'est pas si autocentré que ça. Merci. Alors, je vous en prie. Le problème, c'est que les départements pensent la même chose. Dans le travail qu'on a fait, vous avez pu voir qu'on s'est intéressé à toutes les facettes, que ce soit le contexte et l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, moi j'ai quand même suivi un peu l'évolution du CNAEMO sur pas mal d'années. J'ai lu un certain nombre de choses dans les publications. Bon, je veux dire, par exemple, le fait de dire, moi je ne vais pas rentrer sur la question organisationnelle, mais le fait de dire que, par exemple, en dehors d'une approche triangulée, famille, intervenant AMO, juge, point de salut, je dirais, vous avez mis du temps dans ce secteur pour arriver à revisiter un peu ça. Mettez en contraste l'Allemagne, 75% de mesures basées sur une négociation avec la famille, 25% sur une contrainte. La France, l'inverse. C'est ça qui est intéressant. C'est de se dire, mais pourquoi diable? Je veux dire, ça veut dire que, bon, il faut quand même s'interroger sur ce que l'on fait. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas que l'un fasse le constat sur l'autre, mais que chacun fasse un constat sur lui-même et de voir sur lequel il y a des points de convergence et de différence pour avancer ensemble.
Allez, on prend une autre réaction ou question. Oui, Oui. je vais garder le micro de Jean-Marc. On peut supposer que vous avez des contacts avec l'ADF, puisque dans ce que vous évoquez, les difficultés au niveau des départements, entre autres, vous citez les formations où les cadres de l'ASE n'ont pas le même nom, et c'est vrai qu'il y a des fonctionnements très très différents entre les départements, des points de vue aussi très différents sur ces questions-là. Est-ce que de vos contacts avec l'ADF, il y a des réflexions sur ces questions-là, sur la protection de l'enfance, sur les fonctionnements internes des services de l'ASE à l'EDF. Je ne sais pas si c'est... Je sais pas combien de volts, mais... Je vais faire simple, hein, je vais faire simple. Je veux dire, la protection de l'enfance n'était pas le souci premier de l'ADF, hein, toutes ces années, traversées par de forts clivages politiques. On n'est pas dans un État fédéral. Quand vous regardez comment les Länder allemands ont été capables de remettre en cause collectivement un point de doctrine, les Allemands rejetaient l'idée de signalement, totalement. À la suite de morts d'enfants, un peu dans le même contexte que Marina Sabatier, ils ont évolué. Mais ils ont évolué d'abord en dialoguant. Et Dieu sait si aussi, je veux dire, il y a une farouche affirmation de son identité régionale et autres. Actuellement, on n'en est pas là. On peut espérer, il y a des gens dans l'ADF, dans les associations de responsables départementaux qui sont cette doctrine. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion de démocratie floue. Hein. C'est que ce n'est pas clair ce qu'on demande au département. Et questionnez des directeurs généraux, des DGA Solidarité, et ils vont vous expliquer pourquoi ils sont embarrassés là-dessus. Mais c'est vrai que dernièrement, un vice-président de département très fier de son territoire, avec qui je discutais, je lui donnais d'autres exemples, et il me disait « Mais vous osez me comparer à tel département ?» Comme si lui, c'était le parangon de l'humanité et de la bienveillance, et l'autre... Là, il y a beaucoup de chemin à faire, mais c'est la nature même de notre démocratie. La question du dialogue, de la recherche de compromis, c'est pas notre secteur, c'est toute notre société qui est en difficulté là-dessus. C'est vrai que la mission qui est la nôtre est extrêmement difficile. Une autre intervention ? Oui. On vous apporte le micro. Merci. Richard Thévenin, Association Le Cap. Concernant la méconnaissance du travail réalisé dans les services d'AMO, les évaluations internes et externes ne servent pas, en effet, à ça. Les 100 pages remplies par l'évaluatrice externe, à mon avis, rendent assez compte du travail qui est réalisé dans les services. Il faudrait... Si la Cour des comptes vient dire à un moment donné, mais il y a eu un argent fou dépensé, enfin argent fou là-dessus, et pourquoi ça ne sert à rien et tire la sonnette. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que notre démocratie, elle évolue par quoi ? Par la Cour de cassation, par la Cour des comptes, hein, qui, là-dessus, ont des légitimités. C'est très étonnant. Il faut reconnaître aussi, ici, prenons l'exemple des audits AMO par la PJJ, des approches de conformité. Bon, honnêtement, c'est creux. Je veux dire, il y a parfois des petites choses qui vous donnent une idée de ce qu'il fait. Mais c'est vrai que là, il y a un décalage entre l'esprit 2002 et cette question d'évaluation et les relations de pouvoir qu'il y a entre les... Sachez quand même que, par exemple, pour être président du comité d'évaluation de politique publique d'un département, sur lequel je n'habite pas, je n'ai jamais travaillé ou autre, mais qui a mis en place une petite cellule interne d'évaluation sur leur propre politique, je suis confronté à des DGS, directeurs généraux des services ou des élus, qui, dès que l'évaluatrice a un élément un peu critique, disent oui, mais en fait, c'est pas vraiment ça et tout. La question de l'évaluation, le secteur associatif a joué le jeu, ça a coûté de l'argent, mais pour l'instant... Et du temps ? Du temps, bien entendu, mais ce n'est pas utilisé. C'est vrai que pour ça que l'approche par l'économie est importante, je veux dire. Mais non dessous, on a mis tant d'argent là-dessus pour ne rien en faire. Et ça, c'est vrai qu'il faut passer par des instances, je parle de la Cour des comptes, qui osent appeler un chat un chat.
Et pour l'instant, c'est très regrettable, mais je n'ai pas rencontré personnellement, ou mes collègues à l'Audace, pour en avoir parlé aussi avec les gens de l'ONED, où je suis membre du conseil scientifique. Pour l'instant, c'est assez stérile, si vous voulez. Ça ne veut pas dire qu'ici ou là, vous n'allez pas trouver des exemples constructifs, bien heureusement. Hein. Mais globalement, on vit encore au-dessus de nos moyens là-dessus. Allez, on prend encore une intervention dans la salle. Oui, Marie-Christine Leurs, devant. Juste devant, ici. Merci. Merci. Vous avez critiqué l'approche juridico-administrative de la mesure et en même temps vous proposez une mesure unique. Donc je ne comprends pas bien, enfin je ne vous suis pas bien au niveau du raisonnement là. Bah, c'est simple, on ne peut pas faire la révolution. Je veux dire, notre système, il est basé là-dessus. Cherchons d'abord à simplifier. Regardez du côté de l'accueil, l'accueil résidentiel. Vous avez une mesure de placement. Déjà, passons de ce festival des acronymes et autres à quelque chose de simple, qui permet au moins de passer sur l'accent mis sur le contenu et non sur la nature juridico-administrative. On a recherché avec Marie-Agnès Ferret au moins des pistes stratégiques réalistes, faisables. Des départements s'y intéressent d'ailleurs, hein, tout à fait. Et concrètement, ça pourrait se rapprocher des expériences de pluriprofessionnalité qu'on trouve dans certains services. On sait par expérience, c'est dans le rapport là, qui va être publié dans quelques semaines, on cite des exemples. Il y a des départements où, de fait, on essaie de mettre ça en place. Par exemple, c'est tantôt un agent du département qui est un peu le coordonnateur des différentes interventions en cours, elles soient administratives ou judiciaires, voire tantôt d'ailleurs un rôle de coordonnateur donné à un intervenant d'AMO. Là-dessus, on n'a pas de recette. Ce qu'on a essayé de sortir, c'est des idées à mettre à disposition de tous les acteurs pour que les gens puissent, dans leur travail de réflexion sur l'évolution, l'amélioration de leurs réponses, avoir des appuis dans leur réflexion. On n'a pas de recette, on n'a pas de prêt-à-porter à donner là-dessus. Merci. Je vous